Bonjour à tous et à toutes. Salut le Brescamp. Salut. Bonjour Thomas, d'ailleurs. Bonjour. On s'est déjà vu aujourd'hui, on va Ouais. pas faire semblant. Bonjour Adrien, ça va? Bah ouais, ça va. Explique-moi un peu ton titre là, parce que ça me laisse un petit peu quoi. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler d'ensemble et de mob programming. De quoi? D'ensemble et de mob programming. C'est des titres de droite, ça, non? Ensemble, ça fait penser à un parti républicain, mais c'est pas le but à la base. Du coup, juste à main levée, qui a déjà entendu parler d'ensemble programming? Qui a déjà entendu parler de mob programming? Ouais, cool. Qui a déjà pratiqué le mob programming? Ok, déjà on perd des gens. Et qui a réussi à le faire fonctionner? Ah, on a perdu beaucoup de gens. C'est bien, vous êtes au bon endroit, c'est cool. Vous êtes au bon endroit. Est-ce que tu es chaud, Adrien, du coup, pour nous donner une définition rapide du Ouais, on mob va programming? tenter. Alors déjà, mob et ensemble, c'est des synonymes. Mob, c'est le terme à la base qui a été donné par les gens de chez Hunter qui ont mis en place cette pratique-là. Chez les anglo-saxons, maintenant, ils préfèrent le terme d'ensemble parce que mob a une connotation genre violence scolaire, mafia, des trucs pas très cool, même si à l'origine, ça voulait plutôt dire bande de potes. Mais voilà, ça plaît moins. Nous, on a été un peu élevés à ce terme mob, donc ça risque de sortir tout seul. Et en français, moi, je préfère parler de programmation en équipe. Je trouve que ça décrit très bien en fait le but de ce que ça fait. Et la pratique est assez simple. De base, c'est on prend toutes les personnes qu'on a besoin pour avoir du succès dans une tâche, faire qu'elle arrive à bout. On les met tous tout ensemble autour d'un seul clavier. On tourne au clavier pour voilà que tout le monde participe. Et puis c'est bon. Et du coup, si vous avez déjà été plusieurs autour d'un PC à essayer de résoudre un bug ou de coder une feature, vous avez déjà en fait fait un peu de mob. Après, c'était plus ou moins bien exécuté. Mais avant de commencer, petit disclaimer, on n'est pas là vraiment pour vendre la pratique, on est plutôt là pour vous montrer les problématiques que vous rencontrez la plupart du temps lorsque vous essayez de faire du mob programming et essayer de voir comment est-ce qu'on peut corriger tous ces problèmes que vous allez rencontrer. Donc, on va commencer par imaginer une équipe fictive dans laquelle on va s'inclure avec Adrien, donc ça va peut-être ressembler beaucoup à votre équipe. Oui, mais c'est fictif, on rappelle. C'est fictif. Et du coup, donc c'est une équipe fictive qui essaye de faire du mob programming. Pourquoi, Adrien? Eh ben parce que c'est 10x le mob programming. Ça, c'est un des trucs connus chez Hunter quand ils l'ont mis en place. Au bout d'un an, ils dépilaient 10 fois plus de post-it qu'au début. Ça, c'est un argument de fou, non? Ouais, mais en vrai, ce qui s'est passé dans notre équipe... Tiens, tu peux prendre ta photo. Du coup, ce qui s'est passé dans notre équipe, c'est plutôt qu'on allait 10 fois plus lentement, parce qu'on avait beaucoup d'interruptions de la part des fonctionnels, les discussions entre équipiers. Enfin, je répète que c'est une équipe fictive, hein. Mais voilà, donc c'était lent et on n'avançait pas. C'était ça la 10X, réalité. 10 fois plus lent, je te trouve un petit peu dur là quand même. Mais bon, c'est vrai, moi aussi, des fois, je ressentais que c'était lent. Et c'est pour ça, tu vois, moi, je suis un peu le dev ultime. Comme ça, je me dis, c'est lent. Moi, je vais prendre la place au clavier. Et puis, boum, je vais faire exploser la productivité. Je vais faire un design aux petits oignons. Ça va être du TDD, du DDD, des bus Kafka, des microservices. Ça va être de la dinguerie. Calme-toi, Adrien. Du coup, ça arrive souvent dans les sessions de mob, c'est que ça se transforme vite en live coding avec une personne qui va coder pendant que tout le monde fait autre chose. Même si vous êtes en distanciel, potentiellement, les gens se font des cafés, mettent un gâteau dans le four. Enfin, on n'est pas très attentif, en tout cas, quand quelqu'un est en train de coder de son côté, tout seul. Je porte pas de cravate rouge, je suis pas d'accord du tout avec ce message. C'est vrai. Mais en plus, on va pas se mentir, Adrien, notre boss, il était pas super chaud Alors pour qu'on fasse techniquement, du mob il a programming. jamais dit oui. Tu vois, genre qui ne dit mot consent un peu, non? Il a jamais dit non, c'est vrai. Il a jamais dit non, mais il a jamais dit oui. Et on se cachait un peu pour faire du mob parce que c'est une pratique qui est assez souvent mal vue quand même, du management. Ouais, peut-être que le fait que la personne arrive en criant, c'était peut-être pas un très bon signe non plus. Pourtant, le management, ça aurait dû lui plaire à fond parce que le mob programming et travailler en équipe, c'est le meilleur exercice de team building qui existe. Ça, c'est un super argument, c'est un truc qui plaît aux managers, quoi. Tu vois, on va traverser des épreuves ensemble, on va avoir des normes de code qu'on va trouver tous ensemble, ça va être génial, ça. Et là, je te fais redescendre une fois de plus sur Terre. En fait, dans notre équipe toujours fictive, à la fin, c'était plutôt la bagarre. Genre, les gens voulaient plus se voir, il y avait les conflits qui ont explosé, donc on n'arrivait plus à travailler ensemble. Mais bon. Oui, et en fait, c'est même un des pouvoirs magiques un peu de cette pratique-là. Je sais pas si celles et ceux qui l'ont essayé ont déjà vu ça, mais c'est un pouvoir magique. Tu prends 4 devs, tu les mets autour d'un clavier, boum, ça explose. T'as tous les conflits qui sortent. C'est fou. C'est vrai. Souvent, c'est des conflits qui auraient explosé, même si vous faites pas de mob. Par exemple, si vous entendez pas bien lors de vos code review ou autre, ce genre de conflit va apparaître. Ils apparaissent plus vite en mob. Et tout ça, c'est dommage, au final.
Oui, c'est dommage parce qu'au final, la programmation en équipe, c'est censé être hyper fun, c'est aussi censé être hyper efficace et surtout inarrêtable. C'est un des trucs qui revient souvent dans les équipes qui le font et pour qui ça marche bien. Bon, l'idée, c'est pas de tout casser là comme le train, mais c'est un peu cette idée de train, ouais, lancé à pleine vitesse, il n'y a aucun obstacle qui vous résiste, c'est génial. Et le train, c'est une métaphore pour safe ou aucun rapport? Non, aucun rapport. Tout va bien. Mais j'ai compris, toi, t'aimes pas la programmation en équipe, du coup, pousse-toi. Je vais faire ma presse tout seul. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Adrien. Ça fait 12 ans que je dev. Je suis très back-end. Je suis passionné par le craft, les bonnes pratiques de code, vachement l'auto-organisation, tout ce qui se passe en fait autour des équipes, et notamment la programmation en équipe que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui un peu plus en détail. Et en ce moment, je bosse chez Sunday, qui est une start-up. On met des QR codes sur les tables, si vous les voyez, c'est sympa. Vous pouvez scanner, vous avez l'addition et vous pouvez la payer. Donc on vire l'attente à la machine de carte bleue. Voilà, c'est ça. Mais débrouille-toi pour te présenter toi aussi, voilà. Et donc moi je m'appelle Thomas Carpaille, donc je suis développeur depuis une dizaine d'années. Je suis passionné de bonnes pratiques aussi comme Adrien, donc tout ce qui tourne autour du TDD, le craft, l'extreme programming, le mob programming. Je suis aussi cofondateur d'une société de services qui s'appelle Chaud de Nantes, qui est sur Nantes et bientôt sur Rennes. Voilà, petit instant promo. Et voilà. Et du coup avec Adrien, on a travaillé ensemble. Ouais, on a travaillé de cette manière-là pendant 2 ans à temps plein. Et pour nous, ça a super bien marché, même si on a traversé plein de difficultés qu'on a pu voir, parce que quand on a arrêté de travailler au bout de ces 2 ans, on a continué à en faire de la programmation d'équipe. Oui, on en a fait beaucoup dans d'autres entreprises après avoir travaillé ensemble, ou dans des meet-up, ou dans des formations. Et on a cherché en fait à savoir d'où venaient les freins qui empêchaient les gens de faire du mob programming. Non, parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'il y a plein de problèmes que nous, on avait vus dans notre équipe quand on avait bossé comme ça pendant 2 ans, qu'on retrouvait partout. C'était toujours les mêmes. Ouais, et du coup, donc on a trouvé des solutions. Et pour déployer ces solutions, les outils qu'on va utiliser, donc c'est... Les émotions. Ouais, je suis un peu un grand gamin. Si vous l'avez pas vu, ce dessin animé Vice Versa sur les émotions, c'est super cool. Derrière ma présentation, c'était Adventure Time. C'est un dessin animé aussi qui est trop bien. Et Thomas, c'est pas le même délire. C'est plutôt One Piece. Moi, je suis un pirate. C'est pour ça. Mais voilà, pour revenir au sujet, les émotions, ouais, c'est en fait quelque chose qui va avoir énormément de puissance. De toute façon dans la vie de tous les jours et dans la programmation en équipe en particulier. Si vous faites bien attention à ça, vous allez voir que c'est un levier extrêmement puissant pour que ça fonctionne. Et donc on s'est demandé avec Thomas justement comment se sentent les gens quand ils travaillent en équipe de cette manière-là. On a demandé à nos amis, on a demandé à des collègues, on a fait aussi un sondage sur Twitter. On a recoupé ça avec ce qu'on voyait de ci, de là en mission et dans nos boîtes respectives. Et qu'est-ce que ça donne, Thomas, les résultats ? Du coup, les résultats... on voit qu'il y a quelques sentiments positifs qui apparaissent, mais on voit beaucoup de sentiments négatifs. Donc on va essayer de voir des pistes pour désamorcer tout ça. Non, calmos Thomas. Avant de désamorcer les sentiments, il faut déjà pouvoir les repérer. Moi, je me trimballe pas tout le temps avec un petit panneau avec un smiley pour dire « Ok, là, je suis stressé », par exemple, comme en ce moment. Oui, il faudrait des t-shirts qui changent d'émotion en fonction de comment tu te sens. Il y a peut-être une idée de business là-dedans. Enfin, voilà. Donc... déjà, quelque chose qui n'est pas facile, c'est penser à vos émotions à vous. Donc là, on parle d'équipe, mais l'équipe, ça commence par vous qui êtes dedans. C'est pas facile de savoir, dans le feu de l'action, comment vous vous sentez. Donc pensez à prendre des pauses régulièrement et demandez-vous, genre, OK, maintenant, comment est-ce que je me sens ? Ça, c'est hyper important. Et faites attention aussi beaucoup aux émotions de vos coéquipières et de vos coéquipiers. Donc regardez, ça passe par les expressions du visage, par la posture corporelle. Donc vous ne saurez pas forcément le sentiment que la personne ressent, mais c'est assez facile d'avoir les indices de « Ok, là, c'est pas comme d'habitude ». Voilà, je pense que vous en doutez. Il y a du bon et du moins bon dans celle-là, d'ailleurs. Voilà, oui, et puis d'autres choses, par exemple, si vous me dites que vous suivez, mais que vous êtes sur votre téléphone portable, c'est que, bon, on peut peut-être douter. Mais ça, je sais très bien le faire, tu vois, en physique, mais en remote, qu'on fait beaucoup maintenant, je vois moins. En remote, on perd des canaux de communication. Souvent, déjà, les gens activent pas leur webcam. C'est vraiment dommage quand vous faites du mob parce que vous allez avoir pas mal d'informations qui vont passer par le visage. Et aussi, vous avez des informations simples comme un tel, il est plus devant son poste parce qu'il est parti aux toilettes ou autre. Si vous coupez les webcams, vous perdez tout ça. Après, c'est important aussi d'avoir une culture du feedback. Donc, d'aller chercher du feedback. Par exemple, comment vous vous sentez ? Est-ce que tout va bien ? Ou de donner de vous-même du feedback. Genre, là, moi, ça va, j'aime bien ce qu'on est en train de faire, ou je suis pas convaincu par ce qu'on est en train de faire.
Voilà. Donc essayez en remote par exemple d'avoir un double écran, avoir la tête de vos camarades d'un côté et de l'autre côté le code que vous êtes en train de partager. Donc il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, Zoom, Whereby, Teams, etc. Je te propose qu'on essaye de désamorcer le sentiment le plus difficile qu'on a pu rencontrer. Ouais, mon préféré, la joie. Alors non, c'est pas la joie, Adrien, c'est la colère et c'est le sentiment un peu le plus violent. Ça t'arrive toi d'être en colère? Oui, bah, j'avoue, ouais, ça m'arrive des fois de ressentir de la colère. Je sais pas si ça a été très clair depuis le début, mais je suis assez fan de cette pratique-là. Et je rencontre souvent des managers ou même des coéquipiers, des coéquipières qui sont pas du tout chauds pour qu'on en fasse. Ça peut me mettre un peu en colère. Et souvent, chez mes managers, pour pas se mentir, j'ai vu de la colère aussi. Je pense que ce à quoi c'est dû, en tout cas chez moi, c'est que moi je suis très convaincu, mais j'arrive pas à partager cette conviction. Et du coup, j'arrive pas à lancer la pratique et ça, je sais pas faire. Ok. En fait, il n'y a pas de baguette magique pour convaincre les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des croyances. Par exemple, la croyance commune, c'est 4 développeurs sur un poste vont aller 4 fois moins vite que 4 développeurs chacun sur leur poste. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'expérimenter, donc de tester et de prendre des mesures avec des vrais KPI pour ensuite être capable de convaincre. Donc s'il n'y a pas de croyance normalement chez votre manager, si vous testez, que vous expérimentez et que vous voyez que vous avez des indicateurs qui sont pertinents, vous allez normalement réussir à convaincre. Du coup, on a des KPI qu'on peut proposer, des KPI, des Key Performance Indicators, donc c'est des indicateurs de performance. Tout le monde aime ça, les KPI en plus. Les managers adorent les KPI, donc vous pouvez y aller avec les KPI, ils seront très contents. Le premier, c'est le lead time. C'est quoi le lead time, Adrien? Ouais, le lead time, ça peut être un peu flou. On l'a choisi parce que c'est une mesure qui va être hyper pratique pour comparer les différentes manières de s'organiser. La manière, tu peux passer à la slide avec la petite explication, merci. C'est en fait le temps, enfin moi, la manière dont je le résume, c'est le temps où la tâche passe entre les mains de votre équipe. Du coup, par exemple, dans la mienne, c'est une fois que le PM a un petit peu défini l'idée et puis un peu dégrossi les fonctionnalités qu'on doit faire, mon équipe le récupère, boum, je déclenche le chrono et moi, ça sort de les mains de mon équipe quand ça part en prod. À peu près, c'est ce moment-là. Du coup, là, je coupe le chrono. Il y a le temps entre les deux. Est-ce qu'il est plus long, plus court quand on travaille en équipe ou pas? Toi, dans ton équipe, c'est peut-être différent, le lead time? Nous, le lead time, c'est plutôt jusqu'à la qualification, parce qu'on n'a pas la main, on n'est pas aussi avancé que vous dans... le continuous delivery. Du coup, c'est à peu près la même chose, mais on s'arrête à la qualif. Et ça nous donne notre lead time. Après, en termes d'indicateurs, on va avoir aussi le temps de correction. Donc, tout simplement, il y a un bug qui est déclaré. Il arrive dans les mains de votre équipe. Combien de temps est-ce que vous mettez à le corriger? Alors, petit spoiler, généralement, quand on travaille tous ensemble en équipe, la connaissance étant partagée, moi, j'aurais tendance à penser que le temps de correction des bugs... Arrête de divulgacher, ça se fait pas, franchement. Le temps de correction des bugs devrait normalement diminuer. Le troisième indicateur qui est aussi très factuel, c'est le taux d'erreur post-changement. Malheureusement, ça nous arrive à toutes et à tous. C'est genre, on a une fonctionnalité à faire, effet de bord, on l'avait pas prévu, boum, ça casse en prod, c'est fâcheux. Est-ce que ça arrive plus ou moins souvent en fonction de l'équipe ou solo? Okay. Et c'est marrant ça. Ça te rappelle quelque chose, toi, ces 3 indicateurs? Ils me font penser à un livre. Vas-y, je te laisse. Ouais, c'est en fait 3 des 4 KPI qui sont conseillés par Accelerate pour augmenter le succès de votre organisation. C'est rigolo. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On a aussi des KPI qui sont un peu plus subjectifs. Ça fait pas très scientifique, ça, Thomas. On y reviendra. Mais qui sont pas moins importants. En fait, pour nous, il y a des KPI très importants. Par exemple, la qualité de code perçue. Tout simplement, est-ce que vous estimez que le code que vous êtes en train d'écrire, si vous travaillez tout seul, en binôme, en mob, est-ce qu'il est de bonne qualité, de mauvaise qualité? Donc pour faire ça, tout simplement, vous pouvez vous mettre, par exemple, en fin de story ou en fin de sprint, des séances où vous vous auto-évaluez, par exemple sur une échelle de 1 à 5, genre est-ce que le code qu'on a produit sur ce sprint, il est de bonne qualité ou est-ce que vraiment ce qu'on a fait, c'est pas ouf? Voilà, ça c'est un indicateur important. Et le dernier indicateur, qui est hyper important sur le même modèle, mesurez-le périodiquement. Par exemple, genre chaque fin de journée, ça peut être chaque fin de semaine, chaque fin de sprint, si c'est ça que vous faites. Pour nous, c'est même l'indicateur qui annule tous les autres. En vrai, si vous avez tous les indicateurs d'avant au vert, mais que le niveau de satisfaction de votre équipe à travailler tous et tout ensemble, c'est ras des pâquerettes, arrêtez. Bon, franchement, ça vaut pas le coup pour la productivité de se faire du mal. Vraiment pas. Ouais, si vous êtes performant mais que vous n'avez pas envie de vous lever le matin parce que vous faites du mob, peut-être que vous devriez arrêter d'en faire, tout simplement.
Et du coup, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre ça en place? Ça va passer par une culture de l'expérimentation et de la conduite du changement. Actuellement, peut-être que vous travaillez tout seul, peut-être en pair, peut-être que vous faites des pull requests en mob, en équipe. Ce qu'on vous propose, c'est d'essayer d'expérimenter avec votre manager, non c'est bon, des mobs ponctuels. Par exemple, vous avez une story qui n'est pas forcément parallélisable, qui est très impactante et qui est un peu clé, faites-la en équipe. Voilà, proposez au manager que la connaissance soit partagée au moins sur ce point de l'application, donc de travailler en équipe à un instant T. Prenez des mesures. Et ensuite, peut-être que vous allez réussir à faire du mob, je sais pas moi, une fois par semaine, qui est une première étape. Et ensuite, c'est bien pour commencer. C'est bien pour commencer. Après, si vous voyez que ce mob, une fois par semaine, il est performant et que vous avez des indicateurs qui sont chouettes, eh bien, peut-être que vous arriverez donc à ce que nous, on estime être le Graal, c'est-à-dire donc faire du mob programming tout le temps. C'est la manière dans laquelle on a travaillé avec Adrien. Du coup, avec cette conduite du changement plus l'expérimentation, est-ce que toi, tu es toujours en colère? Non, ça va en fait. Ces trucs pragmatiques-là, moi, me vont très bien et que la conclusion, ça soit on en fait ou on n'en fait pas à partir du moment où c'est basé sur ces choses très pragmatiques, moi, je serais content. C'est chouette. Merci. Et toi, est-ce que tu ressens de la colère en équipe des fois? Moi, j'ai souvent de la colère, mais pas forcément avec les managers, plutôt avec mes collègues. Parce qu'en fait, dans mon équipe, on n'est pas tous très alignés. Par exemple, il y a quelqu'un qui veut faire des tests après le code. Il y en a un qui veut pas du tout faire de tests. Et moi, comme je suis très orienté qualité de code, j'ai envie de faire du TDD. Donc, du TDD, c'est une méthode, pour résumer, c'est une méthode de design itératif où on va écrire un test unitaire, rouge, puis le faire passer au vert, etc. pour implémenter notre solution. Et du coup, là, on est un peu bloqué dans cette situation. Comment est-ce que tu penses que je pourrais gérer ça avec mon équipe? Ouais, en fait, le diagnostic, il est exactement ça. C'est des positions fortes. Ici, il n'y a pas du tout de degré. Nous, ce qu'on a appelé, et tu peux passer, le niveau d'engagement. C'est quelque chose qu'on a rencontré assez vite dans notre équipe sur des trucs en plus très stériles. Tu as peut-être un exemple qui te vient en tête Espace versus tabulation, ce qui est un grand sujet de débat qui peut prendre une journée entière, alors qu'en fait, peut-être qu'au final, on s'en moque un peu. Oui, c'est ça. Et ce qu'on a trouvé comme solution, qui est pour nous hyper simple à mettre en place, c'est quand vous réagissez à une proposition, qui est faite par le navigateur, la navigatrice ou la personne au clavier, en fait, mettez ce niveau d'engagement. Donc il y a des niveaux d'engagement qui sont très très élevés, d'autres qui sont très très bas. C'est OK d'avoir ces positions, c'est des positions radicales. Si on ne fait pas ça, moi je m'en vais de l'équipe. Et si on fait ça, moi je m'en vais de l'équipe. Pour moi, c'est OK d'avoir ces postures-là. C'est aussi ça qui fait qu'on est des pros, quoi. On a une conviction sur notre manière de comment est-ce qu'on fait bien le boulot. C'est complètement OK. Mais il y en a plein d'autres où il faut mettre des nuances de gris plutôt. Nous, ce qu'on propose, c'est quand vous réagissez, mettez ces nuances de gris. Donc, par exemple, je ne sais pas, admettons que moi je suis ultra fan des tabulations. Toi, tu as proposé les espaces. Je dirais non, je préférais pas faire ça, je préférais faire les tabulations. Ouais. Et en vrai, moi, je ne vais pas démissionner si on fait des tabulations. Tu vois, donc tout va bien. Voilà, donc passons, on en choisit un des deux. Bon, ça, c'est un exemple très trivial, mais ça marche bien pour les trucs plus compliqués et ça permet d'avancer très rapidement. Ce que je te propose, Thomas, c'est que dans ton équipe fictive, essaye de mettre en place ça. Ok. Sur ton dilemme. Alors du coup, en fait, après réflexion, réunion avec l'équipe, ce qu'on se rend compte, c'est que, en fait, par exemple, Projet qui voulait pas écrire de test, c'est juste qu'il a jamais expérimenté, par exemple, les tests avant le code ou le TDD. Donc il n'est pas fermé en fait à cette pratique. Et du coup, on a facilement donc un compromis qui va se dégager sur avant le code. On a deux personnes qui connaissent la pratique. Donc là, c'est votre culture d'équipe à un instant T. Votre équipe, elle évolue, donc potentiellement, dans 6 mois, peut-être que vous arriverez à faire du TDD à votre équipe une fois que vous les aurez convaincus. Mais déjà, on a un compromis qui est acceptable en fait pour tout le monde, alors qu'au début, on était sur des positions très très figées. Il me semble que tu m'avais parlé dans ton équipe aussi, oui, je viens, que tu avais des problèmes de staffing. C'est vrai. Je t'ai trouvé un super dev qui arrive demain, là, qui s'appelle Eric. C'est cool, t'es content? C'est cool, du coup, Eric, on le rencontre. Et en fait, on se rend compte qu'on a un gros problème avec Eric, c'est qu'il n'est pas du tout aligné avec notre culture d'équipe. Donc déjà, le premier problème, c'est qu'Adrien aurait peut-être dû inclure l'équipe dans le recrutement avant de nous ramener quelqu'un qui ne correspond pas du tout aux valeurs de l'équipe. Et là, en fait, il n'y a pas 36 solutions possibles. Enfin, si c'est une pratique, on va reprendre l'exemple des espaces versus tabulation. Généralement, c'est pas bloquant, mais sur des pratiques impactantes, on va pas pouvoir réussir à travailler ensemble, en fait. Et même que vous fassiez du mob ou pas, si vous n'êtes pas aligné, ça va de toute manière pas très bien se passer.
Et du coup, là, la solution, c'est potentiellement que Eric, il aille travailler dans une équipe qui est plus en accord avec ses principes, ou dans notre marché actuel où on a le plein emploi, peut-être que Eric, il ferait mieux de trouver une société où on aime bien ne pas faire de tests, ça existe sur le marché. Il y en a, vous en trouverez. Voilà. Du coup, en mettant ça en place, là, ce niveau d'engagement, et puis en trouvant un compromis, est-ce que tu ressens encore la colère que tu ressentais? Non, parce qu'en fait, on était bloqué au début, mais on a trouvé un compromis acceptable. En plus, j'ai bon espoir de réussir à faire des tests du TDD à mon équipe, donc moi ça va. Je suis plus trop en colère. Ah, c'est cool, on va pouvoir parler de la joie maintenant. Non, on va parler de la peur. Ah. Ouais, c'est un autre sentiment qui nous a été remonté. La peur, l'angoisse, le syndrome de l'imposteur. Toi, c'est des choses que tu ressens des fois en mob et en ensemble? Moi, j'ai jamais peur, Adrien. Ah oui, c'est vrai. Non. En fait, en vrai, ça m'arrive tout simplement quand j'arrive dans une nouvelle équipe, j'ai l'impression que je vais être jugé. On fait du mob, donc on code devant tout le monde. C'est stressant. Et il y a des rôles dans le mob, des rôles assez classiques, qui sont assez stressants à première vue. Par exemple, il y a le rôle du driver. Donc, c'est une personne qui est au clavier, qui doit taper les instructions d'une autre personne. Et le driver, en fait, donc on a souvent la métaphore de la voiture de course avec quelqu'un qui est l'expert de la voiture, qui est censé l'amener d'un point A à un point B. Ouais, c'est Michel Leb au volant? Non, c'est pas Michel Leb. Ça fait 17 fois que je te le dis, cette blague ne marche plus, Adrien. Oui, bon. C'est Sébastien Loeb, le pilote de course. D'accord. Du coup, nous, on va plutôt parler de conduite accompagnée. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même niveau, on n'est pas tous des pilotes professionnels. Donc, il y a des gens qui sortent d'école, par exemple. On va être indulgent avec leur niveau, on va accepter qu'ils se trompent, ils savent pas tout faire, et du coup, il fait du mieux qu'il peut. Et à partir du moment où tout le monde se dit qu'on fait du mieux qu'on peut lorsqu'on est au clavier, normalement, ça enlève en fait la peur et l'angoisse de se retrouver au clavier dans un mob. Ouais, c'est une espèce d'engagement d'équipe en fait qu'on prend avec ce rôle pour enlever la peur. C'est quand vous passez au clavier, on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous faire monter, quoi. Et du coup, donc le driver, lui, son rôle, c'est Il décide rien. Il décide rien, effectivement. Ça lui donnerait trop de pouvoir de décider. C'est pas du live coding, ce qu'on fait. Donc, en fait, il va coder les instructions qui lui sont données par une personne qu'on appelle le navigateur ou la navigatrice. Donc navigator en anglais, c'est effectivement un rôle. Donc sa définition, donc dans la métaphore de la voiture de rallye, c'est la personne qui est experte du circuit. Donc c'est la personne qui connaît les cartes par cœur. Là, le prochain virage dans 500 mètres, c'est 90 degrés et ça passe de la boue à du gravier, par exemple. Voilà, c'est décliné à notre boulot d'informatique. C'est la personne qui est la source de toutes les idées. Ce qui est incroyablement stressant. C'est un peu angoissant. Hein. Ouais, c'est hyper flippant, ouais. Et c'est la personne qui donne les idées au driver. Donc, de base, c'est à vous d'avoir les idées de qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est horrible, en vrai. On est sous le feu des projecteurs, comme nous maintenant, avec que des gens qu'on a l'impression qu'ils nous jugent derrière. Et pour enlever cette peur, c'est assez facile, en fait. On prend un deuxième engagement d'équipe qui est de se dire le rôle de la navigation. Si vous avez des idées et que vous voulez les passer, c'est le bon moment, c'est cool. Si vous en avez pas, en fait, c'est le bon moment pour aller demander à vos coéquipiers. Là, dans mon imagination, vous êtes tous mes coéquipiers et coéquipières. Du coup, vous dire, par exemple, est-ce que vous trouvez que maintenant le code il est cool? Est-ce qu'il est assez propre? Est-ce que vous voulez changer quelque chose? Voilà, la méthode elle vous plaît, le nom vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'on a fini la fonctionnalité? Est-ce qu'il manque un test? Voilà, ce genre de choses. En fait, vas-y. Non, c'est de la modération en fait. C'est ça. C'est de la facilitation du mob. Genre, je sais pas quoi faire, je vais demander un peu aux autres ce qu'ils pensent qu'on devrait faire par la suite, par exemple. Ouais, on essaye d'extraire le consensus et on donne le consensus à la personne qui est au clavier. Du coup, en fait, c'est relax comme position aussi. Effectivement. Et après, il y a certains patterns où il y a un driver et... Tiens, c'est marrant. C'est pas le bon slide qui est affiché. Bien saut. Ok. Il y a un driver et tout le reste de l'équipe sont des navigateurs. Après, ça pose... il faut être assez rodé pour que ça marche comme ça. Nous, ce qu'on propose, c'est d'introduire un troisième rôle. Le rôle de mobber. Donc c'est pas un rôle où on est attentiste et on attend vraiment que les choses se passent et on attend de passer au clavier parce qu'on a l'impression que c'est ça le plus intéressant quand on code. Non, c'est un rôle où on va aider le navigateur à avancer en lui fournissant des idées. On va potentiellement, je sais pas moi, demain on fait du Kotlin, je sais pas faire des tests paramétrés en Kotlin, je suis au clavier, il y a un des mobbers qui peut très bien aller chercher sur internet pour nous débloquer, pour en avance de phase un peu. Et on participe, on donne des idées et potentiellement on laisse aussi les gens parler au bon moment. Parce qu'il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres. Par exemple, moi j'ai une dizaine d'années d'expérience. Si je me retrouve avec des juniors dans mon équipe, je suis privilégié par rapport à eux.
Et du coup, comment est-ce qu'on peut laisser de la place Ouais, parce que je sens que ça parle de moi, là, le mec qui laisse parler personne. Oui, en fait, l'idée, c'est, moi aussi, ça fait un bout de temps que je dev, et puis je commence à être bien habitué. Je serais capable de naviguer un mob en entier pendant une journée non-stop. Ça serait complètement infernal. Du coup, la métaphore qu'on a un petit peu, c'est la parole, c'est comme une petite plante qui essaye de sortir. Là, moi, dans cette métaphore, je suis comme le gros arbre, là, avec toutes les racines. Il y a vraiment, littéralement, aucune place pour qu'il y ait un autre arbre qui puisse sortir. C'est pas possible. Et ça, c'est vraiment être le critère hyper important, parce que dans une équipe qui fonctionne bien, ça tombe un peu sous le sens. Il faut que tout le monde participe. Donc moi, en tant que... tous les privilèges que vous voulez me coller, je les ai probablement. Il va falloir que je prenne un peu moins de place. Et du coup, l'idée, c'est vraiment cette espèce de silence qu'il faut s'astreindre à donner. En fait, apprendre à travailler en équipe, c'est souvent apprendre à se taire. Et donner la bonne info au bon moment. Oui, c'est une dédicace pour Pauline et Thomas. Donc apprendre à se taire et donner la bonne info au bon moment. Moi, en tant que senior, par exemple, mon rôle, ça va pas être de parler et de naviguer tout le temps, ça va plutôt être de débloquer. Par exemple, là, tu dois faire un if modulo 3 égale 0. Non, c'est probablement pas mon rôle de senior. J'ai sûrement beaucoup mieux que ça à faire. Et donc, en remote, c'est encore plus important. Parce qu'en remote, avec les lags de communication, c'est encore plus dur de prendre la parole qu'en physique. Genre, interrompre, ça a un cran de difficulté en plus. Il faut vraiment laisser de l'espace audio. Donc, le conseil vraiment fondamental que j'ai à vous donner, c'est laisser du silence. Je profite de ce silence pour reprendre la main. Effectivement, la parole de certains, elle est très difficile à récolter. Et il y a des personnes qui sont assez, entre guillemets, un peu plus renfermées. Il faut aller les chercher, il faut aller leur demander leur opinion. Par exemple, tiens, toi, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire par la suite? Parce qu'ils vont pas forcément aller d'eux-mêmes donner leur opinion. Et ce qui est très très important, c'est que lorsque cette opinion commence à sortir, il ne faut pas la casser. Il faut surtout pas casser les gens. Si vous vous faites casser une fois ou deux fois lorsque vous proposez quelque chose, il y a peu de chances que vous reveniez avec des propositions par la suite. Donc c'est important de laisser les gens s'exprimer, d'être dans un environnement safe, d'avoir de la bienveillance. Et voilà, parce que c'est vraiment très très fragile. Adrien ? Non, mais tu l'as déjà dit, effectivement. Mais donc, il ne faut pas casser cette parole qui sort. Il faut être très, très précautionneux, comme tu as dit là-dessus. Ouais. Et ce qui est important aussi, c'est le droit à l'erreur. On a tous le droit de se planter. Voilà. Et souvent, un des problèmes qu'on voit dans le mob, c'est par exemple un junior qui propose une idée. Le senior va dire « Non, on ne peut pas faire ça, ça ne va pas marcher ». Nous, on vous conseille plutôt d'expérimenter et de laisser, par exemple, votre compilateur dire à la personne qu'elle s'est trompée. Et souvent, il y a même un autre effet, c'est que le senior est convaincu de quelque chose, le junior va proposer quelque chose, par exemple, ça peut être inversé. Et en fait, ça marche, tout simplement, et vous ne l'auriez pas vu si vous n'aviez pas laissé les gens expérimenter. Donc, laissez de la place pour expérimenter. Le compilateur, contrairement à vous, il est non violent. Donc, en fait, quand il dit que ça plante, c'est un fait. Voilà. Du coup... Ouais, l'ordinateur porte pas de jugement, ça c'est cool. Ouais. Et donc si on prend ces engagements-là, justement, on va essayer de se pousser vers le haut, on va essayer de pas s'écraser, de se donner le droit à l'erreur, tu vas s'entraider vraiment comme une vraie équipe. Est-ce que toi tu ressens toujours de la peur? Non, j'aurais plus peur de proposer des choses, plus peur de prendre le clavier. Donc moi ça me va. Là je me sens plus effrayé à l'idée de venir faire du mob. C'est chouette, on va pouvoir parler de la joie maintenant. Joie de dormir. Non, du coup... C'est chouette de dormir, en vrai. On va parler de la fatigue parce qu'on nous a beaucoup remonté ça. Le fait que les gens qui faisaient du pair, du mob, étaient souvent fatigués en fin de journée. Toi, t'es fatigué en fin de journée quand tu mobs? C'est quelque chose que je ressens assez facilement. Dans notre équipe, à la fin, on était rodés, c'était cool, mais c'est des choses que je ressens toujours de temps en temps. Ce qu'on voit, ce que moi je ressentais, je finissais ma journée de programmation en équipe, donc non-stop, je vous rappelle, c'était tous les jours comme ça. Et puis 18h, on s'arrête, je pouvais rien faire, c'était canapé Netflix. Et c'est tout. Et en vrai, c'est un peu blasant, tu vois, ça me donne pas vraiment envie de venir le matin quand je sais que je vais juste me crever, quoi. C'est sûr que quand vous travaillez en équipe, à plusieurs, vous pouvez pas faire les mêmes journées que quand vous êtes tout seul, parce que vous n'avez pas ça vous demande de la concentration, de l'écoute.
Ça demande aussi de la capacité à se faire comprendre. Donc c'est vraiment fatigant, donc vous pouvez pas faire les mêmes journées, il faut faire des journées plus courtes. Moi, je crois que je commence à comprendre l'idée. En fait, ce que Thomas est en train d'essayer de me dire, c'est t'es fatigué parce que tu travailles trop, alors travaille moins. Je trouve cette idée intéressante, dis-moi en plus. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? On peut même aller encore plus loin, donc en plus de faire des journées courtes, nous ce qu'on vous propose, c'est d'alterner des phases de focus avec des phases de pause. Donc là, une phase de focus, 5 minutes de pause, focus, 5 minutes de pause, focus, et une grosse phase de pause. En fait, ces phases de 25 minutes de focus, elles vont vous permettre d'être extrêmement concentré. Mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout couper. Pas de mail, pas de Slack, pas de téléphone. Vous êtes focus pendant 25 minutes. Après, vous avez 5 minutes où vous pouvez regarder votre téléphone, votre Twitter, peu importe. Et du coup, cette méthode s'appelle le Pomodoro. Voilà. Et donc, en mettant ça en place, Adrien, donc en faisant plus de pauses, est-ce que tu es toujours fatigué en fin de journée? Non, effectivement, mais je t'avoue, c'est pas facile de s'y astreindre à faire ça. Des pauses genre à 9h30 quand tu dis c'est l'heure de la pause, je passe un peu pour un con, mais en vrai, en le faisant sérieusement, je me suis rendu compte que comparé à avant, c'était un changement radical complet de mon niveau d'énergie. Avant, ça faisait un petit peu genre montée légère quand je me réveille, et puis une grosse catastrophe de descente pendant toute la journée. Et là, en faisant ces techniques-là, je me sentais plutôt sur un gros plateau, et c'était super. À la fin de mes journées, voilà, je coupais du coup plus à 18h, c'est génial, à 5h on va dire, et puis là j'étais motivé pour me dire ok, je vais aller faire du sport, je vais faire de la lessive, je vais faire la vaisselle, etc. Oui, ma vie est très triviale, mais c'est important de faire la vaisselle. C'est important de faire la vaisselle. Et voilà, ça c'est cool, ça me donne plus envie de venir le matin. Cool. Donc maintenant on va pouvoir parler de la joie. La joie de nager dans du papier, je crois. Je comprends pas bien cette émotion, je crois. C'est un peu le fait d'être sous l'eau, d'être débordé. Je sais pas si toi, des fois, tu te sens un peu sous l'eau comme ça. Ouais, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose. Moi, mon truc, c'est le syndrome du ding. Genre Slack qui fait ding, je suis dans l'équipe, et puis genre ding, ah, il faut que tu fasses ça. Et alors je sors du mob, je regarde mon message, je réponds, j'essaye de re-rentrer, j'ai déjà oublié ce qu'ils étaient en train de faire, et puis tout d'un coup, toc toc, c'est le manager. Il faut que vous m'estimiez cette tâche hyper importante maintenant, right now. Et puis du coup, il y a toute l'équipe qui débranche, on finit la session d'estimation, on revient dans le mob, on veut essayer de se remettre sur la tâche, mais en vrai, ça se passera pas comme ça parce qu'on est juste énervé contre le manager et on va râler pendant 20 minutes. Et puis on n'arrivera pas à se remettre dedans, ça c'est l'enfer. Et tu vois, j'ai l'impression ça continue à s'empiler et nous, la tâche, ça avance pas. Effectivement, ça coûte cher. Enfin, tout ça, toutes ces interruptions, tout ce qu'on appelle le context switch, donc le fait de changer de tâche, ça vous coûte extrêmement cher. Ça peut coûter de 20 à 80% de votre productivité sur une journée de travail. Donc c'est important de les limiter. Potentiellement, si vous faites du Pomodoro, donc la technique qu'on a vue tout à l'heure, si votre manager vient vous poser une question, vous pouvez lui dire là on est dans notre phase de 25 minutes de focus, est-ce que tu peux revenir dans 7 minutes? On sera sur une phase de pause, ça sera plus facile pour nous de préparer cette interruption. Ou potentiellement son chiffrage, peut-être qu'il peut attendre en début d'après-midi ou demain matin après le stand-up. Ou jamais, parce que peut-être qu'il ne faut pas faire de chiffrage tout simplement. C'est une autre discussion. Mais voilà, vous pouvez en tout cas mettre en place des moments privilégiés pour les interruptions pour éviter de vous couper dans vos tâches. Ça, c'est important. Est-ce que tu ne serais pas un peu en train de vivre dans le monde des bisounours, Thomas, là? Parce que tu vas pas me faire croire que moi j'arrive, je fais Thomas, c'est la merde, ton logiciel il est planté en prod, il n'y a plus rien qui marche, c'est le chaos. Tu vas me dire quoi, genre, est-ce que tu peux revenir demain? Reviens demain matin. Je te crois pas. Non, pour le coup, il y a des choses qui sont inévitables en termes d'interruption. Nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est de mettre en place des rôles supplémentaires dans votre équipe. Ouais, c'est Dupont et Dupont. Non, c'est pas Dupont et Dupont, c'est presque pareil, Adrien. T'as une bonne ref de super-héros. Là, c'est Batman, Wonder Woman. En gros, c'est avoir des personnes, enfin là où je suis actuellement, ça s'appelle les pompiers de prod. C'est avoir des gens qui sont identifiés dans votre équipe, qui vont pouvoir être interrompus dans le mob. Par exemple, ils vont directement être appelés et sortir du mob pour aller traiter les bugs de prod pendant que le reste donc de l'équipe continue à avancer sur la tâche et continue à être productive en mob. Voilà. Du coup, en mettant en place tout ça, est-ce que toi ça te sent mieux? Est-ce que tu te sens plus concentré, moins dissipé? Ouais, c'est cool. En fait, si on arrive à éduquer l'environnement pour venir nous interrompre dans des phases où on n'est pas focus, au moins je peux mieux planifier ma journée et j'ai l'impression que les tâches avancent. Ça, c'est un truc qui est important pour moi. Et au moins, si je sais que je suis dans le rôle de Wonder Woman, j'avais pas à projeter non plus mon travail dans l'équipe de la même manière. Je sais que je vais pouvoir sortir à n'importe quel moment, donc je vais peut-être prendre un rôle un petit peu plus distant du mob, et ouais, ça préserve un petit peu mon niveau d'énergie. C'est bien, merci Thomas. Du coup, là, c'est cool, on n'est plus fâché, on n'a plus peur, on n'est plus fatigué, on est focus et tout. Maintenant, ça va être la joie, là. Je m'ennuie, Adrien.
Dans le mob, souvent je m'ennuie. Je prends jamais le clavier, je code jamais, c'est vraiment... Enfin voilà, je m'ennuie. Et comment ça se fait alors? Bah, je code pas. Vraiment, j'ai eu des équipes où en arrivant, il y a des gens, en 2 jours, ils prenaient pas le clavier, ils codaient jamais, quoi. Ouais, en même temps, ça me choque pas trop. Moi, j'ai vu plein d'équipes, ça m'a un peu surpris, où le premier instinct, c'est de se dire, on va tourner de la personne au clavier toutes les 30 minutes. C'est long. Déjà, ouais, ça pique un peu 30 minutes. Moi, genre, au bout de 10 minutes, faut plus compter sur moi, là, voilà. Et au bout de ces 30 minutes-là, il se passait quelque chose de presque systématique. L'équipe se sentait pas en confiance pour faire tourner le clavier. Pour plein de raisons, hein. C'est genre ça compile pas, les tests sont au rouge, ou alors le gros refactor là que j'ai commencé, il est trop au milieu, je peux pas lâcher. Et donc la bonne solution qui est trouvée pour ça en général, c'est passons à 60 minutes. Comme ça, avec autant de temps, on arrivera à passer le clavier. Donc ton équipe, c'était une succession de live coding d'1 heure, genre où chacun repartait un peu de zéro parce que personne suivait ce qui se passait, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Okay. Et du coup, dans cette idée, effectivement, si on est genre 5 avec des tours de 60 minutes, à mon avis, tu peux te brosser pour coder le matin. Ouais, peut-être même l'après-midi aussi. Ça dépend s'il y a eu une réu ou 2 dans la journée, tu passes pas, quoi. Et qu'en plus, ils ont oublié que c'était ton tour. Oui, en plus. Voilà. Du coup, nous, ce qu'on vous propose et ce qu'on vous demande de faire, c'est plutôt de faire des tours courts. Par exemple, vous êtes une équipe de 4. Si vous faites des tours de 15 minutes, ça vous permet de passer au moins une fois par heure. Mais déjà, c'est long. Si vous faites du Pomodoro à 4, on peut essayer de réduire le temps. C'est contre-intuitif, mais c'est intéressant parce que ça vous permet de vous maintenir focus en fait sur ce qui est en train de se passer. Donc, si vous êtes 4, vous faites des phases de 6 minutes, en fait, vous passez tous les 4 dans la phase de 25 minutes de focus. Et en fait, vous avez vraiment l'impression de maintenir votre attention, d'être concentré, de savoir ce qui se passe et de participer aussi. Parce que sur des phases d'1 heure, moi, en fait, en vrai... je vais faire la lessive, je vais mettre un gâteau dans le four, quoi. Tu vois, genre, je suis plus du tout ce qui se passe, quoi. Oui, je me souviens de ça. Donc même si c'est contre-intuitif, il faut diminuer le temps des tours et en fait, ça permet de fluidifier vraiment votre mob. D'ailleurs, l'erreur fondamentale qui a été faite là, sur genre au bout des 30 minutes, on n'arrive pas à switcher de clavier. En fait, ils n'ont pas pris la philosophie extreme programming, qui est genre s'il y a quelque chose qui est douloureux, faut le faire plus souvent. Et du coup, si tourner à 30 minutes, c'est compliqué, non, on descend, on n'augmente pas. Et c'est pour ça, là, genre, on dit 6 minutes. C'est quoi le minimum qu'on a fait, Thomas? C'est le moment, genre, un petit peu... Nous, on a fait du mob avec des phases de 2 minutes, où toutes les 2 minutes, on lâchait le clavier. En plus, on avait une pratique où si le test était rouge, ça revertait le code. Donc, c'était vraiment... Ça nous obligeait, en fait, à faire des baby steps, vraiment des toutes petites étapes. Mais on est vraiment... extrême, faut pas forcément tout de suite essayer de se calquer sur nous. C'était bizarre, mais c'était rigolo en vrai. Et ça marchait. En vrai, on produisait pas moins vite qu'en faisant des tours de 8 minutes. Et alors le truc qui est important pour faire ça, c'est pas forcément hyper cool quand t'es au clavier, genre Thomas t'es au clavier, et puis que je viens de dire à Thomas, Thomas tu trouves pas que ça fait un peu longtemps que tu codes, est-ce que tu veux pas lâcher le clavier s'il te plaît? C'est pas hyper fun. Pour contrer ça, c'est hyper simple, c'est la même technique qu'avant, hein, c'est on va laisser l'ordi le dire. Et pour ça, on utilise un petit timer. Celui-là, genre, n'hésitez pas à l'essayer. C'est mon instant autopromo à moi, cette fois. C'est un timer qu'on a construit en équipe pour apprendre tous ensemble. Maintenant, je me suis peut-être un peu récupéré, c'est vrai. Mais les rigolos, en fait, c'est fait comme un blind test de mob programming. Quand le tour est fini, ça va jouer une petite musique random, rigolote. Ça gère aussi vos rôles, ça c'est un truc qui est important, genre après une pause, genre c'est à qui de prendre le clavier maintenant, c'est tout le temps. Ça élimine le problème et ça gère vos pauses. Et voilà, du coup avec ça je pense que tu es à peu près garanti de tourner rapidement, mais ça n'a toujours pas réglé le problème de je me sens pas en confiance pour faire tourner le clavier. Effectivement, on a l'impression de laisser une tâche en cours, mais en fait vous êtes en mob, normalement il y a au moins, normalement l'équipe suit et est capable de reprendre votre travail. Donc il ne faut pas avoir de difficulté à lâcher le clavier en fait. Le chrono il sonne. Si vous êtes en présentiel, hop, comme aux examens, on enlève les mains, on se lève de la chaise, quelqu'un prend la place, ça tourne vite, c'est hyper fluide, pardon. Et donc. En remote, comment qu'on fait? En remote, il existe des outils qui vous permettent d'avoir des IDE un peu partagés, typiquement LiveShare. Oui, c'est LiveShare. Je connais pas bien Microsoft, je suis désolé. Et il y a Code With Me d'IntelliJ, Code Sandbox qui vous permettent vraiment d'avoir des IDE sur lesquels vous êtes plusieurs en fait à coder. Donc à la fin de chaque tour, quelqu'un reprend en fait. Et normalement l'idée qu'on est en train de développer est censée être connue de tout le monde. Donc,
tout le monde est capable de reprendre en fait le code en cours. Après, il y a un autre outil qui s'appelle MobSH, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui vous permet en fait de pusher son nom de commit sur des branches où il n'y a pas de CI. Donc voilà, sans avoir d'environnement partagé, puisqu'il y a typiquement... Il n'y a pas besoin de mettre de message de commit, effectivement, c'est hyper rapide pour passer le clavier. C'est ça. Et du coup, parce qu'il y a certains des outils au-dessus qui sont pas disponibles, si vous êtes dans des grands groupes, ça va être bloqué, ou il faut des licences, ou c'est pas votre langage, etc. Donc il y a MobSH aussi qui vous permet d'avoir une alternative. Ok. Voilà, maintenant tu es garanti un petit peu d'avoir le clavier plusieurs fois, même dans une demi-journée, et puis ça va tourner vite. Est-ce que tu t'ennuies toujours, Thomas ? J'ai un autre problème, c'est qu'on ne fait pas que coder dans mon équipe. On passe beaucoup de temps à discuter, des discussions souvent assez stériles parce les espaces et les tabulations encore. Ouais, par exemple, cette story, comment est-ce qu'on va la faire cette épique, est-ce qu'on va créer un microservice, deux microservices, et ça tourne en boucle pendant des heures et des heures. Enfin, ça traîne vraiment en longueur. Est-ce que toi, tu aurais des solutions pour ça ? Ouais. La solution, c'est simple, on met à mort les gens qui discutent trop longtemps. Non, c'est pas du tout ça l'idée du slide. D'accord, tu me rassures. Je vais y revenir. Mais déjà, je voulais pointer le truc qui est hyper important sur ce que Thomas a dit maintenant, parce que c'est ce que j'aimerais que vous fassiez toutes et tous dans vos équipes. C'est là, Thomas, il a identifié déjà de 1 son sentiment. Il a dit genre, ok, là comment je me sens, là je m'ennuie. En plus, il a trouvé la source de son ennui, c'est il y a une discussion qui est stérile et qui tourne en boucle, qui va nulle part. Donc ça, faites-le, c'est hyper important à faire. Et on a un petit process simple, en fait, pour ces discussions qui durent trop longtemps. Si vous ressentez de l'ennui, en fait, déjà, vous l'avez détecté. Le deuxième truc hyper important, c'est de poser les options à plat. Donc, il y a, par exemple, 2 phases d'un argument. On va les rendre visibles pour toutes et tous. Déjà, ça va enlever les ambiguïtés. Et toi, je crois que tu as une technique pour faire ça. On peut très bien ouvrir un Sublime Text ou un Notepad et commencer à faire ou un tableau blanc. Mais l'avantage de le faire dans un Notepad, c'est que vous pouvez construire un début d'ADR. Donc vraiment un AD quoi ? Un ADR, donc c'est Architecture Decision Record. En gros, ça va vous permettre de tracer vos décisions d'architecture. Et en fait, vous allez lister dans un premier temps toutes les options qui se présentaient à vous à cet instant, les pros, les contre, enfin les pour, les contre. Et ensuite, ça vous donne déjà une vision très nette des options disponibles et ça met un terme aux discussions cycliques sur ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc. Et après, une fois qu'on a fait ça... Ouais, c'est ça le vrai sens du slide. Nous, on utilise un outil qu'on appelle le vote romain, qui permet de prendre des décisions hyper rapidement. C'est tous ensemble, on va lever la main au même moment. Essayez de le faire en même temps que moi, ça va être rigolo. Alors, on va se faire une décision fictive, genre est-ce que l'eau c'est bon ? Voilà, j'en sais rien. Du coup, tous en même temps, si vous trouvez que l'eau c'est bon, on met le pouce vers le haut. Si vous trouvez que c'est pas bon, le pouce vers le bas. Et si vous trouvez que c'est pas important, qu'on s'en fiche, vers le milieu. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Ouais, j'ai l'impression que l'eau, c'est majoritairement... Il y a un troll, mais je le connais. Ok, c'est cool. Et ce fait, ça permet de prendre la température très très vite. Ça permet d'avancer extrêmement rapidement. Par exemple, toutes les pouces vers le haut, c'est cool, on y va. Ou alors, genre, tout le monde s'en fiche et en fait, il y a une personne qui tient. On le fait, c'est simple. Tout le monde s'en fiche, une personne qui veut pas, on fait pas. Voilà, ça avance très rapidement. Le petit piège avec ça, qui arrive très souvent, mais c'est bien parce que ça permet d'expérimenter des choses importantes dans nos vies de citoyennes et de citoyens. Majorité de pouces vers le haut et quelques pouces vers le bas. C'est pas genre on fait l'idée. Non, ça c'est pas la démocratie. Genre on est 5 à vouloir que tu meurs et juste toi qui veux pas mourir, désolé, c'est la démocratie. Bon, ça marche pas comme ça. Donc dans ce cas-là, en fait, essayez de demander aux personnes qui ont mis pouce vers le bas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait modifier dans l'idée pour que ça soit au moins OK pour toi. Pour que ce soit plus bloquant, quoi. Ouais, que ça soit pas bloquant et que voilà, ça soit pas un truc complètement inconfortable. Ça marche bien, mais s'il y a genre la situation complètement bloquée ou que c'est flou, comment est-ce qu'on fait, Thomas ? Après, il y a d'autres manières de voter. Donc là, je vous mets un petit outil. Vous pouvez aller voir, il y a plein de sortes de votes différents. Il y a tout ce qui va être vote de Condorcet ou les jugements majoritaires. Ah, ça me dit un truc, ça. Ça a été utilisé pour la primaire populaire, notamment. Le vote par jugement majoritaire. Ça a bien marché, ça, non ? Ils ont fait ce qu'ils voulaient du résultat du vote, mais en tout cas, c'est un système de vote qui est plus démocratique que juste je suis pour, je suis contre. Voilà. Après, le vote romain, ça vous permet d'avoir un résultat rapide. C'est ça l'avantage.
Mais comment je fais si, par exemple, l'équipe a pris une décision et que là, je suis pas d'accord, genre sur cette story, j'ai pas du tout envie de faire comme ça? Tu te casses. Voilà, c'est dit de manière peut-être un peu vulgaire, mais c'est un vrai protocole que je vous conseille de mettre en place en vrai. Hein. C'est prenez un engagement d'équipe si vous amenez pas de valeur à l'équipe et que vous n'en retirez pas non plus, que c'est pas pour vous, en fait, même dans cette manière de travailler là en mob programming, c'est ok de partir. Et genre, à ce moment-là, ça vous va pas, pour raison X ou Y, vous sortez, l'équipe s'engage à pas aller dire dans votre dos, par exemple, genre, non, elle est partie, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, sortir, c'est complètement OK. Et je crois que toi, tu la connais sous un autre nom, cette règle. Oui, c'est la loi des 2 pieds, mais appliquée à votre équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous sortez, faire autre chose. Par exemple, avec Adrien, dans notre ancienne équipe, on est des gros fans de Refactor. Ça arrivait que tous les deux, on pensait que la story n'était pas terminée, qu'il fallait refactorer des choses. Les autres avaient envie de commencer la nouvelle tâche. Nous, on restait un peu, faire un peu de refactoring pendant que les autres commençaient une nouvelle tâche et ensuite on réintégrait le mob. Et ça, c'était OK pour tout le monde. Enfin, un des pièges, c'est vraiment de penser qu'il faut tout le temps être tout le temps ensemble. Ça, c'est une idée qu'on avait envie de casser aussi aujourd'hui, un des pièges qu'on aimerait que vous évitiez de tomber dedans. C'est pas rigide du tout comme pratique. Et si vous regardez, il y a de la documentation sur la pratique en ligne. Vous verrez que c'est en fait très fluide. Il y a genre, par exemple, je pars pour aller faire de l'administratif, ou alors effectivement, j'ai envie de faire une autre tâche maintenant parce que c'est ce qui est bon pour moi. C'est OK. Faut que ça soit fluide. Et en fait, le mob, c'est la racine, c'est votre base de la journée, mais après, c'est free. Okay. Ça, c'est cool. C'est ultra libérateur comme pratique. Okay. Et du coup, moi, si je suis pas obligé de rester tout le temps avec l'équipe, ça va. Genre, quand il y a des trucs qui me vont pas, je m'ennuie plus trop. Enfin, on a cadencé les tours et tout, c'est cool pour moi. Ouais, c'est cool. Mais du coup, maintenant, j'ai compris un peu le pattern. Là, tu vas m'inventer une émotion négative et on va toujours pas parler de la joie, quoi. En fait, nous, justement, là où on voulait en venir, voilà, on en vient à la joie, Adrien. J'espère que tu es content. Je suis joie en ce moment. En fait, grâce à ces outils qu'on a mis en place dans les différentes équipes où on est passé, et notamment là où on a travaillé ensemble pendant 2 ans en mob programming à 100% du temps, moi, ce qui ressort majoritairement, c'est de la joie, c'est du positif. En fait, on était une équipe, c'était fun, on délivrait rapidement, de manière constante, donc on était très agile en fait, et du code de bonne qualité. Et du coup, c'est vraiment, en mettant en place les bons outils, on a réussi à faire fonctionner des mobs, et ça, c'est hyper cool. Et toi, t'en as pensé quoi? Ouais, moi, c'est mon moment confession intime de la conférence. C'est une des rares fois dans ma carrière où je savais, en me levant le matin, OK, aujourd'hui, je vais me marrer, quoi. Je vais me marrer, ça va être fun, ça va être cool. Et puis, j'avais vraiment l'impression d'être productif. Enfin, c'était vraiment un moment génial. La deuxième confession intime, c'est que j'ai jamais, moi, perso, fait de meilleur code de ma vie. Même après, hein. En vrai, j'ai jamais vu du code du niveau de qualité qu'on a fait dans cette équipe-là dans aucune autre. Dans toutes les équipes où je suis passé, jamais comme ça. Et peut-être plus problématique, quand moi je travaille tout seul, c'est même plusieurs crans en dessous de ce qu'on faisait. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Et donc ça, c'était un peu nos 5 centimes à nous. C'est notre boîte à outils d'animation d'équipe. Ça a marché pour nous, vraiment très bien. Quand on va dans des équipes où ça marche moins bien, ça marche aussi pour eux et pour elles. Donc nous, on vous invite à vous approprier ces outils. Prenez-les pour vous. Prenez aussi la philosophie qu'il y a derrière. C'est-à-dire, faites attention à vos émotions, trouvez d'où elles viennent, et puis trouvez une solution en équipe, vous allez vous en sortir super. Après, des fois, c'est pas facile tout seul de détecter les problèmes. Donc, et c'est le moment où il faut appeler Thomas de chez Shodo pour venir il pense toujours que je veux vendre de la prestation, mais c'est pas vrai. Non, mais en vrai, c'est hyper utile, en dehors de la blague. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des facilitateurs externes. Peut-être que dans votre entreprise, vous pouvez faire appel à quelqu'un d'une autre équipe pour qu'il vienne voir un peu comment ça se passe. Et il aura plus de recul et il vous permettra peut-être de détecter des problèmes que vous voyez pas en interne. Voilà. Mais vraiment, ce qu'il faut essayer aussi, c'est expérimenter. C'est avoir une culture de l'expérimentation. Donc se dire que j'ai testé le mob, on en a fait 1h30 un midi, ça n'a pas marché, ce n'est pas expérimenté. Ouais, on peut imaginer, genre s'il y a quelqu'un qui avait voulu valider la théorie de la gravité et qui avait dit je me suis assis 2 heures sous un poirier, il n'y a aucune pomme qui est tombée quand même. Hein. En même temps, sous un poirier, il n'y a pas de pommes. Alors, comment ça, je connais rien à l'agriculture, ça suffit maintenant. Hein. Je suis désolé,
C'est pas très pertinent quand même. Mais oui, en fait, quand on veut expérimenter, on expérimente, on essaye de faire fonctionner. Après, une fois que vous arrivez ou pas à le faire fonctionner, bah, si vous avez des mesures qui sont positives, il n'y a pas de raison d'arrêter la pratique. Par contre, si vous voyez que les mesures, elles sont mauvaises, bah là, effectivement, ça vaut pas forcément le coup de continuer. Ouais, parce qu'au final, je ne sais pas si tout le monde a bien ça en tête, mais on a un métier hyper jeune. Concrètement, on a à peu près 70 ans d'historique de profession. Par rapport à la menuiserie, par exemple, c'est complètement ridicule. Il y a des bouquins incroyables sur la menuiserie de l'Antiquité, par exemple, qui sont toujours valides aujourd'hui. C'est pas possible, on n'a pas trouvé encore les meilleures manières de bosser. Moi, j'y crois pas du tout. Voilà. Et si jamais vous n'arrivez pas à tester et à expérimenter au travail, on a un meet-up avec Adrien, qui est souvent en ligne, où on fait du mob programming. C'est encore un instant promo. Mais du coup, si vous avez envie d'expérimenter un mob dans un environnement où ça se passe bien, ou d'animer des sessions de mob, ou de venir tester des choses avec nous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. C'est en distanciel. Ouais, c'est en distanciel, même si on fera peut-être des sessions en présentiel sur Nantes, parce que on est souvent sur Nantes ou sur Rennes, effectivement, parce que moi j'habite à Rennes. Voilà, du coup c'est open, vous pouvez venir quand vous voulez, dans la joie et la bonne humeur, et on vous y retrouvera avec plaisir. Bah ouais, carrément, vous êtes toutes les bienvenues et les bienvenus, voilà. Okay. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Brescamp, et puis merci les gens en replay. Et donc c'est le bon moment si vous voulez poser des questions. Oui, si vous avez des questions. Tu mets le slide suivant. Ouais. Il y a une question ici. Il y avait une question là. J'ai pas vu pour l'instant d'autres personnes. Bonjour, merci pour le talk. Avec plaisir. J'avais une question. Si moi je veux convaincre mon manager ou même me convaincre mon équipe que le mob programming c'est fait pour nous, donc je vais faire des expérimentations, je vais mettre en place des indicateurs. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps ça met, combien de séances de mob programming ils font pour avoir des bons indicateurs parce qu'au début, il faut qu'on s'habitue aussi à la pratique nous-mêmes. Thomas, est-ce que tu as une idée ou tu veux que... Je veux bien te laisser commencer. Ouais, je n'ai pas d'idée précise. À mon avis, genre 3-4 sessions, ça le fait. Après, j'ai vu, il y a un coach Scrum, justement, qui propose du mob, et il propose l'expérimentation pendant 1 mois, justement. 1 mois, une session par semaine. Eux, ils se prennent tout un après-midi. Et c'est le deal avec le management, hein, c'est genre, on se teste ça, justement, un après-midi, et au bout d'1 mois, on fait le point sur les indicateurs, et puis après, stop ou encore, quoi. Et pour peut-être compléter, nous, on a eu la situation inverse où on travaillait déjà en mob, on a eu un nouveau CTO qui est arrivé. Il était convaincu que ça pouvait pas marcher, donc on a expérimenté les solutions qu'il nous proposait pendant à chaque fois un sprint. Par exemple, travailler chacun de son côté pendant un sprint. C'était un carnage. Travailler en paire avec vraiment des revues de code poussées, etc. On a tout essayé et notre conclusion c'était, en fait, on n'était pas plus rapide avec les solutions qu'il proposait. On terminait même les sprints avec beaucoup de travail en cours, parce qu'en fait, on est 4 en parallèle, donc on a du travail en cours. Donc en fait, nous, on a continué à faire du mob. Voilà. Donc, mais on a fait l'inverse. Ça répond un peu à ta question ? Cool, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là-haut ? Ouais, alors, merci pour la presse. J'avais juste une petite question. C'était cette organisation, elle fonctionne sur des petites équipes ou sur des très grandes équipes? À quelle échelle? En plus, c'est intéressant que tu le dises parce que je voulais l'apporter aussi en complément à la question de juste avant. Où je pense que effectivement, le nombre de séances nécessaires dépend de la taille de ton équipe. Pour l'avoir expérimenté, au-delà de 4 ou 5 personnes, ça marche moins bien. Bon, voilà. Du coup, il faut vraiment être très rigoureux et avoir des gens qui savent très bien comment ça fonctionne pour que ça puisse marcher. Et du coup, ça fait, parce qu'en plus, ça oblige à réduire les temps des tours si on veut vraiment que ça marche bien. Et donc, ça fait des temps très courts. Donc, il faut des gens qui sont habitués aux pratiques où on fait vraiment des tout petits batchs pour comité. Et du coup, c'est plus difficile. Moi, je trouve que 4 ou 5, c'est une très bonne taille pour faire du mob. En tout cas, dans les heuristiques qu'on a un petit peu dans la sphère mob, et ils considèrent que genre 8, c'est un peu un max. Après, nous, on avait envie de tester à beaucoup plus que ça. On l'a déjà fait à, je crois, 15 ou 20.
On était un peu plus de 20, on a fait une session de mob à plus de 20. C'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes techniques, c'était plus marrant que productif, pour être honnête. Mais c'était intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas en tout cas à venir nous les poser après si vous voulez pas prendre la parole maintenant. On est sur Twitter aussi. Ouais, nos messages sont ouverts si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas. En tout cas, merci encore à tous pour votre attention.